Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans l'échiquier international qui a bien repris et est bien parti pour une nouvelle saison. Ce soir, nous allons parler du conflit en Ukraine et plus précisément de la tournure que ce conflit est en train de prendre avec la venue de Trump à la tête des États-Unis qui, dès le départ, avait annoncé la couleur lors de son discours d'investiture, rappelez-vous. L'Europe donc commence à craindre pour ses positions en Ukraine et surtout sur la trajectoire que prendra Trump dans ce dossier ukrainien si cher aux Européens. Le compte à rebours est bien déclenché et la fin de la guerre en Ukraine ne serait plutôt qu'une question de jours à en croire les déclarations de l'envoyé spécial américain Kate Kellogg et le vice-président J.D. Vance à Munich qui annonçait que son pays n'était pas du tout disposé à payer pour une guerre qui n'était pas la sienne, conseillant bien entendu les Européens de revoir leur copie. Déroutée, l'Europe est en alerte générale. Va-t-on vers un règlement sans les Européens? Et quelle place pour Zelensky qui pourtant longtemps a mobilisé l'Europe? Tout de suite les développements. Pour en parler, nous allons accueillir avec beaucoup de plaisir notre invité Milo Tchernoufi, professeur des relations internationales au Collège des forces canadiennes, qui est avec nous en direct depuis Skype, depuis le Canada. Monsieur Milo Tchernoufi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en tous les cas aujourd'hui avec la reprise de l'échiquier international. Ravi que vous soyez l'un de nos invités. Un plaisir. Alors, monsieur Milo Tchernoufi, on va rentrer de plein pied dans le sujet parce qu'il faut dire que les événements depuis quelques jours sont en train de se précipiter et se hâter concernant le dossier ukrainien comme une volonté d'en finir avec ce dossier qui n'a que trop duré. En tous les cas, pour les Américains, ça semble être le cas. Alors, diplomates américains et russes se sont retrouvés aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, pour justement discuter de la guerre en Ukraine, ou plus précisément de comment mettre fin à cette guerre en Ukraine, et cela, bien sûr, n'a pas manqué de susciter toutes les craintes des Européens. En fait, ce qui s'est produit, c'est que les Américains ont annoncé la couleur il y a quelques jours déjà par la voix du vice-président américain, mais par la voix de l'envoyé spécial du président américain pour la question de l'Ukraine, qui ont clairement dit que les négociations qui vont mettre un terme à cette guerre-là vont avoir lieu entre les États-Unis et la Russie. Et lorsque la question a été posée par des journalistes, quel va être le rôle de l'Europe dans ces négociations-là, la réponse a été catégorique pour dire qu'il n'y aura aucun rôle pour les Européens dans les négociations. Ce que les Américains ont fait, c'est d'envoyer une sorte de questionnaire aux différents États membres de l'Union européenne pour leur dire qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en œuvre ou à mettre à la disposition des Américains et des Russes une fois que la décision sera prise sur la mise d'un terme à la guerre. Donc nous assistons effectivement à une marginalisation de l'Europe sur un dossier qui est, enfin les Européens considèrent comme étant d'abord et avant tout une question européenne. Oui, très bien, Milo Tchernoufi. On l'a vu tout au long de ces 3 années que finalement le dossier ukrainien a été porté à bras le corps par les Européens. Aujourd'hui, il semble qu'ils ont un peu du mal à s'en défaire puisqu'ils ont fait de cette question ukrainienne ou de cette guerre en Ukraine leur cheval de bataille finalement avec l'OTAN ou devant l'OTAN. Oui, en fait, c'est vrai. Et puis, je crois que pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvent les Européens aujourd'hui, il est nécessaire de faire une mise en contexte. En fait, les rapports
entre l'Europe et les États-Unis se sont établis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après qu'il y ait eu un mouvement du centre de puissance de l'Europe, qui a été, ça a été le cas pendant des siècles. Eh bien, le centre de puissance s'est déplacé vers les États-Unis. Et si vous voulez, l'accord tacite qu'il y a eu entre les deux parties et qui a duré pendant toute la guerre froide et même après, c'était que les questions de sécurité et de défense sont assurées par les États-Unis à travers l'OTAN. Mais vous savez, l'OTAN n'est pas une organisation égalitaire. C'est une organisation dans laquelle les États-Unis jouent le rôle de leader et le facteur qui lie tous les autres joueurs. Et alors, en face de cela, les Européens pouvaient donc profiter pour se focaliser sur la prospérité économique, sur l'intégration économique, sur le progrès économique et sur, en fait, la création de ce qui est devenu l'Union européenne, qui est un immense marché plus ou moins prospère. Donc, lorsque une question de sécurité et de défense aussi sérieuse que la guerre en Ukraine se pose, eh bien, il est tout à fait évident que dans cet accord-là, cet accord tacite, que ce soit les États-Unis qui décident. Donc, tant et aussi longtemps que les Américains disaient qu'il faut poursuivre l'effort de guerre, qu'il faut financer, armer l'Ukraine, eh bien, les Européens étaient bien contents. Maintenant qu'il y a eu un changement à la Maison-Blanche et que la perspective est différente, le président Trump ne considère pas la Russie comme une menace, eh bien, les Européens se trouvent totalement désarmés. Mais ils ne peuvent pas se plaindre à partir du moment où c'est le résultat tout à fait logique de l'arrangement qu'ils ont eu avec les Américains et dont ils ont toujours profité. Alors, bien entendu, la crainte actuellement en Europe, c'est que ce qui se passe à propos de l'Ukraine soit un signe le signe de quelque chose d'un peu plus large. Puisque, comme vous le savez, le ministre américain de la Défense a dit à Bruxelles il y a quelques jours que l'Europe n'était plus une priorité pour les États-Unis. Et donc, les Européens sont en train de se poser la question, mais quel va être l'avenir de leur sécurité et de leur défense ? Oui, très bien, vous faites bien de le dire, bien sûr, Milad Chenoufi. Je vous propose d'abord de voir ce sujet ensemble, signé Hossein Jouadi, et on revient vers le débat. Après plusieurs années de froid politique entre les États-Unis et la Russie, marquée par la guerre en Ukraine, de hauts responsables américains et russes, menés par Marco Rubio et Sergei Lavrov, ont entamé ce mardi à Riyad une réunion visant à relancer la relation tendue entre les deux pays et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était de donner suite à l'appel téléphonique que le président a passé il y a une semaine et de commencer à établir ces lignes de communication. Le travail reste à faire aujourd'hui et la première étape d'un long et difficile voyage, mais il est important et le président Trump s'est engagé à mettre fin à ce conflit. Cette réunion, une première de cette envergure depuis le début du conflit en Ukraine, inquiète Kiev et les capitales européennes qui craignent qu'un rapprochement entre Washington et Moscou et la mise en place d'un accord sur le conflit actuel ne se fasse sans eux. Mais d'autres partis ont également imposé des sanctions à la Russie. L'Union européenne va devoir se joindre à la table des négociations à un moment donné car elle a également imposé des sanctions. Lundi, le président français a convié à la hâte, à Paris, des dirigeants de pays clés européens pour tenter d'afficher une posture commune sur la sécurité européenne et sortir du rôle de simple spectateur. Le président ukrainien a lui déclaré que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle. La rencontre entre les États-Unis et la Russie marque un rebondissement spectaculaire des relations entre les deux pays que l'Europe redoute. Le président américain avait semé le désarroi en Europe en parlant la semaine dernière à son homologue russe. En effet, les deux hommes ont convenu d'immédiatement entamer les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine et à envisager une rencontre au sommet, également en Arabie Saoudite, qui selon Donald Trump pourrait se dérouler très prochainement.
Très bien, c'était donc un sujet signé Houssine Djouadi. Miloud Chenoufi, est-ce que ce rapprochement finalement, parce que de plus en plus on le voit, hein, est-ce que ce rapprochement suscite les craintes des Européens et de l'Europe? Est-ce que finalement ce rapprochement américano-russe va susciter peut-être une angoisse ou une crainte chez les Européens qui ont peur d'être écartés, comme vous le disiez tout à l'heure, de ces négociations? Est-ce que cela veut dire, si tel était le cas, qu'ils n'ont plus aucun rôle à jouer dans le solutionnement de cette crise en Ukraine? En fait, c'est difficile de les écarter totalement, mais il est clair que les Américains ne comptent pas les inclure comme un partenaire sérieux et un partenaire qui a un mot à dire dans les négociations elles-mêmes. Alors, si on essaie d'interpréter ce que le secrétaire d'État Rubio a dit, eh bien, ils vont faire appel aux Européens à un moment donné sur la question des sanctions. Oui. C'est-à-dire que s'il existe un accord entre les Américains et les Russes et qu'il sera question de le mettre en œuvre, eh bien, la mise en œuvre va impliquer certainement la question des sanctions, parce que vous comprenez bien que les Russes vont aborder cette question dans les négociations. Et jusqu'à présent, tout ce qui nous vient de Washington, c'est que le rôle que les Européens peuvent jouer, c'est un rôle d'application, c'est un rôle opérationnel. Mais le rôle de décision ne leur incombe pas et ils ne seront pas associés à la négociation de ces décisions-là. Voilà où est-ce qu'on en est, et on peut comprendre que les Européens soient angoissés. C'est ce qui explique d'ailleurs la hâte avec laquelle un sommet européen a été convoqué. Mais quand vous essayez d'envisager les résultats de ce sommet, eh bien, ce sont des résultats très très maigres. On affiche une unité, effectivement, mais la réalité, c'est que les résultats sont absolument maigres. Ils ne peuvent pas imposer leur volonté aux Américains et aux Russes, clairement. Alors, pourquoi il en est ainsi? Eh bien, tout simplement parce que envisager une défense européenne commune n'est pas une mince affaire. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'augmenter les budgets de la défense, les Européens ont augmenté leur budget de la défense, mais il s'agit également d'harmoniser l'approvisionnement en matériel militaire, il s'agit d'harmoniser les industries militaires qui sont en fait des industries très concurrentes en Europe, etc. Et tout cela va prendre minimum une dizaine d'années. Donc avant que les Européens ne puissent dire qu'ils sont un joueur sur les questions de la défense, eh bien, beaucoup de temps va s'écouler. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, ils sont un peu pris au piège. Oui, ce qui veut dire, c'est pour ça que peut-être pris de panique, on va dire comme ça le mot entre guillemets, qu'il y a eu cette conférence en urgence à Paris, pour essayer peut-être aussi de démontrer qu'ils étaient donc, qu'ils faisaient face de manière unie, alors qu'on sait très bien qu'en ce moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce qu'on ne va pas justement vers des divisions de l'Union européenne ou au sein des pays de l'Union européenne concernant la question ukrainienne, puisque de toute façon, tous ne semblent pas être tout à fait d'accord unanime pour ce qui est la question du budget militaire, surtout par rapport à l'envoi des troupes. En fait, l'augmentation des dépenses militaires n'a pas réellement posé problème. Mais l'approche du conflit lui-même, vous savez qu'il existe des voix dissidentes en Europe, notamment celle de la Hongrie et de la Slovaquie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les pays membres de l'Union européenne n'ont pas été conviés au sommet d'urgence à Paris. Ces deux pays ne l'ont pas été. Et d'autres pays ont été représentés par un pays nordique. Donc, si vous voulez, c'est un sommet restreint pour justement assurer l'unité de la voix. Et c'est de cette manière-là qu'il n'y a pas eu de voix dissidente, puisqu'encore une fois, les pays dissidents n'étaient pas présents à la table. Mais disons que de façon générale, il existe un certain consensus en Europe sur l'Ukraine et une volonté de poursuivre la guerre. Bien sûr, maintenant que les États-Unis voient les choses différemment, cette logique aura beaucoup de mal à s'imposer. Mais les divergences en Europe sont encore plus profondes que cela.
Parce que lorsque on évoque la question de la défense commune en Europe, eh bien, tous les pays ne sont pas d'accord sur la signification de cette défense commune. À partir du moment où les pays qui ont les plus récemment membres de l'Union européenne ont des liens militaires beaucoup plus privilégiés avec les États-Unis, c'est auprès des États-Unis qu'ils achètent leur matériel militaire, même lorsque c'est financé par l'Europe. Le cas de la Pologne est un cas exemplaire en la matière. Or, peut-on envisager une Europe de la défense qui va ignorer l'industrie militaire française, allemande, suédoise, pour uniquement se contenter de l'armement américain? Si tel est le cas, vous savez que celui qui vous fournit des armes, surtout lorsqu'il s'agit des États-Unis, ils ont un mot à dire sur la manière avec laquelle ce matériel est utilisé. Et je ne vois vraiment pas comment les Européens pourraient, en tout cas à court terme, espérer avoir une autonomie stratégique comme le souhaiteraient certains, puisque les États-Unis ne permettront pas cette autonomie-là. Ce qu'ils recherchent, c'est réellement une vassalisation de l'Europe encore plus prononcée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Finalement, si on peut faire la somme de ce qu'on vient de dire, finalement, on se rend compte que les Européens sont déjà écartés de ces négociations, dans le sens où ils ne prennent pas vraiment, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils seront peut-être présents, mais ce n'est pas à eux de décider si la guerre devait se terminer ou pas. Puisque, de toute façon, on a vu que lors du sommet de Munich, Milo Tchernoufi, J.D. Vance a été vraiment, disons, très direct, un peu hostile pour certains, puisqu'il a parlé du fait que c'est les Européens qui posent problème et qui inquiètent les États-Unis, et non pas la Chine, ni encore moins la Russie. Ben effectivement, en fait, le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité est un discours qui a effectivement créé une panique générale en Europe. Et c'est un discours qui est alarmant parce qu'il considère que les véritables voix représentatives des populations européennes sont les voix de l'extrême droite. Et ça, c'est très problématique, c'est vu d'un très mauvais œil en Europe, d'autant plus que plusieurs pays sont en mode électoral à l'heure actuelle. Et ce que le vice-président américain a dit peut sembler comme une interférence dans les affaires électorales de ces pays-là. Plus fondamentalement, c'est clair que la vision que l'Europe a du conflit ukrainien est totalement rejetée par le président américain et par son vice-président. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils disent que la menace ne vient pas de la Russie. C'est l'Europe qui a mal géré cette question des environnements immédiats, les environnements, je veux dire, frontaliers immédiats de la Russie. Et cette divergence de point de vue, en fait, remet sur le tapis une discussion qui avait été amorcée au début des années 90, mais qui n'a pas fait long feu. C'était une discussion sur est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être. Et très rapidement, bon, l'organisation a été maintenue, mais aujourd'hui, la discussion, elle est vraiment là. Est-ce que cette organisation-là a encore une raison d'être? Bien sûr, elle va être maintenue, mais les Américains vont vouloir, en tout cas sous Trump, s'assurer que dans cette organisation-là, ils demeurent les leaders et que les Européens acceptent que l'agenda soit toujours décidé par les Américains. En fait, ce qui a toujours été le cas, c'est juste que maintenant, l'agenda ne correspond pas aux préférences des Européens. Mais même sous la présidence Biden, quand l'Ukraine bénéficiait de tout le support qui venait de l'Occident, c'était une décision américaine. Oui. Et c'est juste qu'aujourd'hui, le locataire de la Maison-Blanche est différent, avec des priorités différentes, qui font en sorte que les Européens, en fait, ne sont pas contents. Mais encore une fois, leur marge de manœuvre, pour le moment, reste très, très limitée.
Oui, alors dans ces cas-là, c'est vrai que même sous le gouvernement de Biden, la décision était américaine, mais elle était beaucoup moins tranchée dans la nuance. Aujourd'hui, elle est vraiment bien tranchée. Je crois que les Européens ont compris cela, d'où ce mouvement de panique, d'où les déclarations des uns et des autres. Lorsque quelqu'un parle du budget, comme par exemple Olaf Scholz qui parle de l'impératif, par exemple, de garder un budget militaire pour l'Ukraine, alors qu'il est encore un peu réticent concernant l'envoi des troupes, je pense que la décision est en train de filer d'entre les mains des Européens en ce moment. Et pourtant, Dieu sait que les États-Unis aujourd'hui sont en train de leur ravir ce pouvoir de décision. Et je crois qu'ils en sont conscients. Ils savent aujourd'hui que la décision ne leur appartient pas. Ça a été démontré par plusieurs déclarations, que ce soit de l'envoyé spécial américain, de Trump, que ce soit du vice-président américain. Donc finalement, est-ce que c'est un constat d'échec aujourd'hui pour l'Europe qui pourtant, durant 3 ans, a quand même joué, si vous voulez, le leader, celui qui prend la cause ukrainienne en tête de ses revendications par rapport à la Russie? De ce point de vue-là, effectivement, c'est un échec, clairement. Et puis, vous savez, sur la réalité de la guerre, il y a eu beaucoup de déni, de déni de la part des Européens. Quand vous suivez les débats, que ce soit dans les médias ou parmi les intellectuels, on parle d'une réalité qui ne correspond pas réellement à ce qui se passe sur le champ de bataille. Quand on entend les Européens parler, on a toujours l'impression que la Russie est sur le point de s'effondrer, de perdre la guerre, etc. Alors que la réalité est différente. Oui, vous savez, si réellement sur le plan du champ de bataille, les choses correspondaient à l'analyse des Européens, eh bien, les Américains peut-être auraient choisi une autre voie parce que Donald Trump a cette tendance à vouloir toujours s'aligner sur le plus fort. Et ce qu'il a admiré chez le président Poutine, c'est justement sa fermeté. Et la raison pour laquelle il s'associe plus à la Russie qu'à l'Union européenne aujourd'hui, c'est parce qu'il associe la force à la Russie, la faiblesse à l'Union européenne. Maintenant, la question fondamentale par rapport à ce que les Européens vont faire en termes de continuation du financement ou de l'armement de l'Ukraine, est-ce qu'ils peuvent le faire si les États-Unis disent qu'ils ne le veulent pas? Toute la question est là. Toute la question est là. Et on ne sait pas encore si les Européens vont aller de l'avant et dire que nous allons continuer l'effort de guerre, même s'il y a un accord de paix entre les Américains et les Russes, et quelle va être la réaction des Américains face à un tel défi, parce que une telle défiance en fait, défiance qui leur viendrait de l'Europe. C'est toute la question aujourd'hui qui entoure en fait plus globalement les relations stratégiques entre les États-Unis et l'Europe. Finalement, on a dépassé un cap où, si vous voulez, on a un petit peu refermé une phase bien importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une fin de la guerre en Ukraine qui s'approche à grands pas, étant donné que les principaux interlocuteurs, les diplomates russes et américains sont à Riyad aujourd'hui, qui tentent également de préparer un potentiel sommet entre Poutine et finalement Trump. Ça veut dire que c'est la fin de la guerre qui s'approche et définitive et juste, comme disait Mark Rutte? En fait, la volonté, elle est là. La volonté pour mettre un terme à la guerre, elle est là. Maintenant, les négociations ne vont pas être faciles. Pourquoi? Parce que sur la table, vous avez la question des territoires. La question des territoires qui va être très, très compliquée à négocier. Vous avez la question des sanctions et vous avez la question... Qui a déjà été évoquée, oui. Oui, et la question de l'attitude de la Russie à l'égard de la Chine. Ce qui se passe actuellement à Riyad, c'est beaucoup plus préparer le terrain aux négociations plutôt qu'aux négociations elles-mêmes. Et vous savez, si M. Lavrov maîtrise le dossier de bout en bout parce qu'il est en poste depuis très longtemps, et c'est un diplomate chevronné, ce n'est pas le cas de Mario Rubio. Mario Rubio est très nouveau dans le champ diplomatique et certainement très nouveau par rapport à ce dossier. Donc à ce niveau de la
discussion. Ce qui va se faire, c'est vraiment préparer le terrain. Ce sont des experts qui vont ensuite discuter pour aboutir à quelque chose. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit dans la conversation entre Trump et Poutine, parce que ce soit au niveau des ministres des Affaires étrangères ou au niveau des experts, les négociations vont être régulées par les indications ou les bornes. Lavrov se disait très optimiste en tous les cas. Et oui, bien sûr, mais ça c'est du langage diplomatique. C'est clair qu'aujourd'hui, en termes de volonté, il existe une volonté pour y mettre un terme. Ce que j'essaie de dire, c'est que même lorsque la volonté politique existe, les discussions, les négociations sont toujours quelque chose de plutôt difficile. Plus pénible, voilà. Oui, absolument. Oui, très bien. Alors, pour revenir à Lavrov, les dernières déclarations, d'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations en l'espace de moins de 24 heures, et ça s'explique, bien entendu. Il avait expliqué, tout de même, il a tenu, en dépit du fait, ou en dehors du fait qu'il s'est senti ou l'a exprimé son optimisme, il a dit que de toute façon, son pays n'accepterait pas la présence de l'OTAN sur ses frontières. On revient un peu au début du conflit, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, il est nécessaire, avant même que les négociations ne commencent, de mettre les lignes rouges sur lesquelles a commencé cette guerre finalement. En fait, regardez, les négociations se passent de la manière suivante. C'est vrai que chaque partie va avoir des lignes du non négociable, de ce qui est non négociable. Maintenant, c'est clair que l'Ukraine dans l'OTAN est quelque chose de non négociable pour les Russes, et je crois que pour l'administration Trump, c'est quelque chose qui est admis. Et en fait, même les Européens savent que admettre l'Ukraine, en tout cas aujourd'hui, dans l'OTAN, c'est quelque chose d'inenvisageable. Maintenant, ce qui va être négociable, c'est que les Russes exigent une démilitarisation de l'Ukraine. Oui. Démilitarisation signifie un budget militaire limité, des forces armées limitées, et puis une présence militaire étrangère limitée. Ça va faire l'objet d'une négociation. Parce que par ailleurs, ils ont d'autres revendications, notamment territoriales, et tout va se passer sur la table de négociation. On ne peut pas dire qu'est-ce que ça va être. La ligne rouge à ne pas dépasser, c'est vraiment l'adhésion à l'OTAN. Maintenant, si l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, il faut bien que les Américains obtiennent quelque chose. Et ce quelque chose devrait être un arrangement de sécurité qui va garantir une certaine stabilité de l'Ukraine dans ses rapports avec la Russie prochainement. Alors, moi, je sens... Brièvement, M. Chenoufi. Pardon ? Brièvement, M. Chenoufi. Ah oui, alors pour finir, disons que ce que les Américains vont proposer probablement, c'est un peu le modèle finlandais d'avant la guerre, où vous avez un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, mais qui vit juste à côté de la Russie en sécurité. Monsieur Chenoufi, juste avant de conclure et de vous saluer, quel avenir pour Zelensky qui semble en ce moment sur tous les fronts? Mais juste en 5 secondes, pas plus. C'est très difficile, c'est des élections qui l'attendent et je crois que les Ukrainiens vont le rendre responsable si jamais une paix était conclue et qu'ils ne verraient pas que leurs intérêts ont été pris en compte. Merci beaucoup, M. Milou Chenoufi. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales au Collège des Forces canadiennes. Vous avez été avec nous donc depuis Canada par Skype. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.